Eh bien, écoute, deux, trois sujets, quelques-uns que je vais traiter en vrac. C'est Orelsan qui est qualifié de visionnaire, le saviez-vous, par le Huffington Post. Alors, je ne sais pas si cet article, tu étais tombé dessus, Lisandre, et j'ai J'ai trouvé. vu des trucs passer comme en ce sens, mais c'est par rapport aux paroles de l'odeur de l'essence, c'est ça? Ouais, c'est ça, effectivement. J'essaie Quelle de, lyrique précisément? j'essaie de vous remettre, j'essaie de vous me remettre l'article à l'écran puisque j'enregistre de mon côté, même si j'ai pas lancé de live pour le moment en tout cas. Euh, Moi, si le son du jeu est trop fort, les gens. Emmanuel Macron réélu, cette punchline d'Orelsan résonne encore plus. Et alors, selon eux, le rappeur avait quelque peu prédit les résultats du second tour dans l'auteur de l'essence, ou du moins qualifié, mis le doigt sur un élément de notre prétendue démocratie qui finalement ne permet pas une véritable représentation. Donc dans l'odeur de l'essence, c'était le moment où il disait si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2 tiers des Français n'en voulaient pas. Lance-t-il en musique et il y a ici un Oui, bon, tweet. ça comme la dernière fois au final, hein, c'est pas visionnaire non plus. C'est ça, et c'est pas simplement cette élection-là, mais il y a un tweetos qui s'est amusé à faire le graphique, Macron, Le Pen, un tiers, et ensuite l'abstention, nul et blanc, ça fait un tiers aussi, en gros quoi. Un petit tiers pour Le Comme Pen, en un gros tiers pour 2017, hein, Macron. donc exactement comme en 2017, donc c'est pas Et encore, ça c'est que sur visionnaire particulièrement, quoi. les pourcentages, j'imagine, sur les suffrages exprimés, et non pas sur les électeurs qui sont inscrits Ça fait, sur les listes. ça fait des années. Alors, en plus, quand tu prends les non-inscrits en plus, ça réduit encore le pourcentage, évidemment. Mais ça fait des années qu'on en parle. Oui, il n'y a rien de visionnaire. Après, moi, je suis content qu'Orelsan parle de ça dans une chanson, mais de là à dire qu'il est visionnaire pour faire une analyse politique que n'importe quel journaliste devrait être en mesure de faire, en fait, je trouve que c'est un peu bizarre, quoi. Ouais. Alors sinon, dans un sujet un peu connexe, j'avais ici un article de France TV Info, mais il y en a pas mal qui en parlent en ce moment, sur l'état de cette hypothétique union de la gauche que tout le monde semblait Oui, appeler de ses voeux il y a quelques semaines. Et ben, c'est pas forcément ce qu'on croit qui coince. On se souvient que Roussel et le parti Génération de Benoît Hamon étaient chauds. Par contre, on n'imaginait rien de la part du PS et des écologistes, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, il faut savoir que ici, il n'y a pas de point de blocage insurmontable. Là, je les cite. Au niveau du programme, avec le PS, on n'avait pas l'impression de discuter avec le même PS qu'il y a 2-3 ans, mais le fait de s'engager avec ces oui, maintenant c'est tractations un PS à divise les 1%. socialistes. Alors oui, alors déjà, oui, ils sont très très needy, mais au niveau de la ligne, au niveau du programme, je m'étonne qu'avec, là c'était le PS d'Hidalgo il y a encore quelques semaines, et d'où ils trouvent des points d'accord avec ce que dit Mélenchon. Et je ne comprends pas. Et ils trouvent des points d'accord parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. C'est soit tu rejoins Macron, soit tu rejoins Mélenchon aujourd'hui. Il y a pas d'autre. Tu vois, Effectivement. voilà, le dilemme est posé. Il n'y a plus de possibilité de dire oui, on va imposer notre ligne. Qu'est-ce que tu veux que le PS impose dans l'état où ils sont aujourd'hui, en fait? C'est le rapport de force, tout simplement. Ouais. C'est Alors, ça. Ils ont plus le avec rapport de les force avec eux. écologistes, le rapport de force, par exemple, n'est pas le même. Et en tout cas, la partie Jadot n'a pas l'intention de se laisser phagocyter, dirait l'autre, Oui. par Ouais. l'Union populaire. L'alliance ne peut pas se faire avec une volonté hégémonique, alerte Julien Bayou, le patron de Bah, ELV, justement, dans une interview à ils les ont Libération. trashés pendant des mois, donc forcément. Voilà, on voit que le crew Jadot, on n'a pas trop envie de se mettre sous la bannière de Mélenchon. Par contre, il y a eu une interview de Sandrine Rousseau il y a quelques jours qui devait être investie dans le cadre des législatives par EELV, où visiblement elle a pas voulu trop prendre de risques, donc elle est restée prudente dans ce qu'elle disait. Visiblement, elle aurait été évincée pour sa position pro-Mélenchon, en mode de toute façon le leadership, elle disait carrément le leadership de Mélenchon n'est pas contestable. Et, Bah là, oui. et En même temps, c'est Roussel, normal. il Elle y a a des dit. problèmes. Enfin, qu'est-ce que tu Ouais. veux dire d'autre? Tu veux Ouais. dire, ah non, le leadership de Mélenchon est totalement contestable. À gauche, nous sommes une force. Non, tu vois, c'est genre les autres partis sont dans les choux. Et il n'y a que Mélenchon à gauche qui a fait quelque chose et qui a une chance Il y voilà, a de représenter EELV, quelque chose. c'est les seuls autres à avoir Ils ont même pas fait remboursé leur 5%. programme. Ah non, ils n'avaient pas remboursé leur programme. Oui, c'est vrai. Jadot, il avait fait une demande de financement Il a participatif fait après coup. Ouais. 4,60 ou un truc comme ça, je crois, de mémoire. Et Effectivement. du coup, Et Roussel, lui, il les... n'est pas d'accord sur les circonscriptions à se répartir. Du coup, ça coince un petit peu aussi. Et pendant ce temps-là, t'as Chevènement qui lance un parti soutien de la majorité. Le saviez-vous? Ah bah, Refondation super. républicaine. Il n'a obtenu qu'une dizaine de circonscriptions. Il affirme What? avoir obtenu qu'une dizaine de circonscriptions
qui serait réservé à ces candidats par la majorité présidentielle ou législative, donc des accords. Eh ben, Là ça encore. négocie avec Schröder. Ah, mais qu'est-ce qui Mais, revient ah ouais, non, mais là, voilà. Il est pas à la retraite, lui. Et alors juste encore un dernier point dans les infos en bref, on se souvient que RT, Russia Today, avait été suspendu en France. D'ailleurs ils ont fait un comeback avant de se faire réannuler quelques heures plus tard, recancel littéralement. Et bien le saviez-vous, France 24 c'est un peu la même chose au Mali actuellement. France 24 qui a fait un post il y a 2 heures, la haute autorité de la communication du Mali a rendu public mercredi sa décision de suspension définitive de France 24 et de RFI dans le pays. Ah ouais. FMM, je ne sais pas si ce que c'est FMM, c'est peut-être un truc du groupe France Télévisions, conteste avec force une telle mesure et entend utiliser toutes les voies de recours possibles. Alors ils en ont visiblement même fait une vidéo. Et puis la haute autorité de la communication du Mali a rendu public. Je comprends s'il y a des Maliens qui estiment que la France est une force coloniale, tu vois. Oui, et puis la France est très souvent ingérée dans les affaires du Mali, en l'occurrence. C'est question de point de vue. Nous, on estime que la Russie font une propagande impériale qui est intolérable et insupportable, donc on les interdit. Peut-être que des gens au Mali pensent ça aussi. Après, est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est... Dans quelle mesure c'est une décision politique? Mais exactement comme avec la France. Donc moi, je suis pas choqué de cette décision. Et il y a eu des responsables politiques qui demandaient à la France de s'ingérer et d'autres qui le déplorent et qui sont pas du tout sur cette take-là. Donc, comme en France, par rapport à la Russie, tu vois, il y a des gens qui sont en mode full, comme Jadot, il faut faire la guerre avec la Russie, etc. Macron qui est un peu plus au milieu. Mélenchon qui disait qu'il fallait ni les Américains, ni... Tu vois, il y a des variations. Je sais pas si un gouvernement Mélenchon aurait fait interdire Russia Today, par exemple, tu vois, pour poser cette question-là. Ouais. Donc, tu vois, est-ce que ça veut dire que Russia Today était légitime ou moins légitime? Pour prendre un autre parti de droite, est-ce que sous Fillon, ils auraient... je pense pas. Très bonne question. Parce que on se souvient qu'il y avait il était dans les accords de Gazprom, il me semble, ou je veux pas dire de bêtises. En tout cas, il était un peu en conflit d'intérêts par rapport à la Russie. Dans 2 conseils d'administration d'entreprises russes. Ouais. De mémoire, je sais plus lesquels. Mais... Et on se souvient d'ailleurs en 2017 qu'il avait des positions plus favorables à la Russie que le reste de la droite et peut-être même que le reste des candidats. Ouais. Ce qui à l'époque d'ailleurs ne faisait pas du tout polémique, tu vois, il n'était pas forcément un truc qui lui a été reproché. On lui reprochait plus ses costards à 5000 balles qui lui ont été offerts en cadeau, tu vois, que... Voilà, Pénélope évidemment qui est la vraie affaire, le travail caché, etc. Mais ouais. Et alors l'union de la gauche, vous y croyez du coup? Bah écoute, ça a l'air de se construire tout doucement, hein, je sais pas, faut voir. Hein. Moi je suis pas contre, hein, mais bon, compliqué, c'est très compliqué politiquement, donc moi je suis curieux, j'attends de voir. On connaît tous les problèmes qu'il y a et toutes les difficultés, mélange d'ego et d'opportunisme électoral qui fait que ça coince comme d'habitude en fait. On a regardé chez Quatennens, chez Backseat, ils ont reçu Quatennens. Et il était vachement sur une take genre, voilà, nous c'est avant tout le programme que nous offrons en partage, il disait, mais en fait ils l'offrent pas en partage, genre ils imposent leur programme, ils sont en mode, voilà, il y a 15 points, 10 ou 15 points, et genre si t'es pas d'accord, ben ça dégage, il n'y a pas d'alliance. Donc ils imposent leur style, ce qu'ils sont en position de faire, tu vois, mais du coup forcément ça va pas, ça a bloqué avec certaines personnes, ça a bloqué avec, voilà, à certains niveaux. Mais bon, là, ils ont déjà une alliance avec Génération et avec le NPA, apparemment. Donc, il y a aussi les petits partis, enfin le PS qui n'a pas fait beaucoup de pourcentage, etc. Il y a aussi un aspect de survie, parce que forcément, il n'y a plus d'argent là-bas. Donc, effectivement, ils ont tout intérêt à s'allier pour prendre des sièges. Et justement, c'est ce que disait Quatennens, nous, on veut pas de ça, en fait. Ils disaient, on veut pas d'alliance avec des gens qui sont là pour sauver leur siège, quoi. Ouais, mais après, on peut pas en vouloir au PS aussi d'avoir la stratégie de survie, de vouloir faire partie. Voilà, c'est... Bah oui. Là, la question est grave, en fait. On a en face de nous 2 blocs, un bloc libéral, un bloc libéral autoritaire et un bloc autoritaire, quoi. Et c'est voilà, il faut qu'on réussisse à se trancher une part et il faut forcément gommer certaines nuances pour réussir à aller vers une union. Sauf que ouais, en fait, ce qui était censé être une alliance avec la gauche de rupture, est-ce qu'on peut qualifier le PS de gauche de rupture? Non. C'est les plus chauds. Non, mais c'est les plus chauds parce que c'est les plus en galère, tu vois. Eux, ils se retrouvent célibataires le 13 février et du coup, ils se disent il faut absolument que je me trouve quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais on peut pas.
Aurélien. On peut pas oublier historiquement la partie plus radicale du PS. Par exemple, moi, il est à la retraite, mais vous voyez, demain, vous me dites René Dosière qui veut se représenter pour une mandature de député. Je dis 100 fois oui, parce que c'est le mec qui allait faire les petits comptes, qui allait foutre la merde dans les budgets d'État. C'est une question de personne plus que de parti, c'est ça. Voilà, le parti en lui est pas pourri. Il y a une histoire derrière le PS, il y a des gens qui ont écrit l'histoire et qui continuent de l'écrire. Mais la gauche du PS, c'est Mélenchon en réel. Il n'y a pas que lui. Il y a d'autres gens. Il y a Marie Linderman. Il y avait Gérard Filoche. Voilà, Gérard Filoche. Il y a des gens à prendre au PS. Après, c'est sûr que le Parti socialiste, il a quand même il a entaché des conneries de ouf, ouais. Ils ont levé la main avec Macron. Ça on n'oubliera jamais, quoi. Et c'est vrai que Hidalgo a dit oui, on a fait le bilan de Hollande et tout, alors que pas du tout en fait. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pas du tout fait le bilan de Hollande, et Macron au final c'est le bilan de Hollande, tu vois, il est dans notre gueule tous les jours. Donc ça, c'est sûr que tant que le PS aura pas dit ça c'est vraiment une erreur et on le refera plus, clairement, tu vois, très très clairement, c'est clair qu'on pourra difficilement leur faire confiance. Avec des Manuel Valls, etc. Je sais pas quel est le statut de Manuel Valls par rapport au PS aujourd'hui, mais bon, Manuel Valls, il a bien salopé l'image du PS. LREM, je pense maintenant, il est quand même beaucoup plus... Il est plus LREM compatible maintenant que PS compatible. Ah oui, non, complètement. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est Manuel Valls a fait beaucoup de dégâts parce que justement, ce genre de personnes qui avaient le pouvoir au PS et qui ont imposé leur ligne au PS, et ça a détruit la gauche, quoi. Est-ce que la c'est gauche pas électorale, etc., quoi. C'est pas le fossoyeur du Parti socialiste, effectivement, plus encore que François Hollande, Manuel Valls. La question se pose effectivement.